Salut, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. C'est le 11e numéro de la saison 2019-2020 et une fois n'est pas coutume, nous allons parler de Jeep Elite, le championnat de France. On va vous faire le bilan à mi-saison alors que les 18 équipes en lice vont basculer dans la seconde moitié dès ce soir, vendredi 10 janvier. On va beaucoup parler notamment de Monaco parce que la Rocket Team a pris la tête dimanche dernier en battant celle qui était longtemps restée invaincue, l'Asvel. On va aussi parler de Dijon, le 3e, des satisfactions, voire des surprises comme Cholet, des déceptions avec un bilan négatif d'équipes comme Nanterre, Strasbourg, Le Mans ou Limoges. De la lutte pour les playoffs, pour le maintien. Comme le disait récemment l'entraîneur de Pau, le maintien risque de se jouer à 13 victoires et les playoffs à 15. C'est dire si c'est disputé. Alors normalement, pour parler de cela, on aurait dû avoir avec nous, comme vendredi dernier, Gaëtan de la Folie. Mais notre cher Gaëtan est grippé, comme Zvezdan Mitrovic. Et il doit déclarer forfait, on lui souhaite bon rétablissement, reviens-nous vite Gaëtan. Donc pour m'accompagner, j'aurai, c'est très bien, Liliane Trévisan. Bonjour Liliane. Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes. Et celui qui se remet toujours un petit peu de son road trip américain, Amaury Perdrio. Bonjour Amaury. Bonjour tout le monde. Allez, on a des choses à dire, ne perdons pas de temps, début du game. Alors je me tourne tout de suite vers Liliane, car tu étais à Monaco dimanche dernier. Tu as assisté à la 10e victoire consécutive en Jeep Elite de la Rocket Team, et pas contre n'importe qui, c'était face à l'Asvel, pas de n'importe quelle façon. De 20 points. Maintenant, Monaco et l'Asvel ont le même pourcentage de victoires. Monaco à la tête par le point d'avérage. Est-ce que d'une certaine manière Monaco est sur la voie princière ? Est-ce que le titre... ça y est, ce serait vraiment les grands favoris ? Alors en fait, on peut déjà nuancer le fait qu'ils soient en tête à mi-parcours parce que c'est pas forcément toujours la vérité de la fin de saison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont envoyé un petit peu un message parce qu'ils ont vraiment, comme vous l'avez rappelé, ils ont vraiment dominé l'Asvel. Ils les ont dominés physiquement, athlétiquement, dans l'organisation du jeu, dans le contrôle, dans le rythme, dans la maîtrise. Notamment parce qu'ils ont un joueur assez phénoménal qui s'appelle Norris Cole. Et il n'y a pas eu photo donc forcément sur l'issue du match. Après, est-ce que ça veut dire que Monaco est actuellement la meilleure équipe française au jour J ? Oui, sans doute, puisque l'Asvel semble accuser un petit peu le coup, puisqu'elle est quand même un petit peu extrêmement sollicitée en Euroleague, qui est devenu un objectif pour elle, ce qui n'était pas forcément le cas au début, où tout était bon à prendre, c'était bonus. Là, ils sont quand même capables, s'ils le veulent, de mettre un doigt sur le top 8, voilà, donc ça devient plus concret, ça devient un objectif, les matchs n'ont plus le même poids, il y a plus d'enjeux et il va y avoir plus d'enjeux en Jeep Elite aussi. Donc il va falloir qu'ils apprennent à gérer maintenant la pression des deux côtés sur les deux compétitions. Et ils ont été en difficulté clairement à Monaco. Alors les joueurs, vous leur dites, vous aviez l'air un peu fatigué, un peu usé, c'était un peu lent. Et ils disent non, mais c'est pas une excuse, etc. Ce qu'a dit Théo Malédon, qui par ailleurs a été très bon. Il ne faut pas oublier non plus que l'Asvel est dans une mauvaise passe parce qu'elle n'est pas coachée par son coach. Voilà. Alors, ça ne absolument pas jeter la pierre à TJ Parker, mais il n'a pas l'aura sur le bord de touche qu'à Mitrovic. Il n'a probablement pas la même légitimité aux yeux des joueurs. Et ça, ce n'est pas un aspect non négligeable de la façon dont avance l'Asvel aujourd'hui. Après, Obradovic, qui effectivement était bien content d'avoir terrassé l'Asvel, lui était évidemment très dans la prudence. Lui disait oui, moi j'en ai rien à faire globalement d'être premier maintenant, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui compte pour moi, il y avait deux choses en fait qui étaient étrangement très importantes à ses yeux, c'est d'être évidemment le premier en juin, voilà, donc d'être effectivement champion, et aussi de jouer l'Eurocoupe. Étrangement, il a insisté là-dessus en disant pour moi c'est un objectif, jouer l'Eurocoupe, c'est un objectif, on peut pas le laisser de côté, on va pas faire semblant de la jouer, etc. Bon, alors c'est un peu plus difficile, mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe de Monaco a énormément progressé depuis l'arrivée aux commandes de Norris Cole. Obradovic le dit lui-même, il l'a dit dès que le joueur est arrivé, il a changé le visage de notre équipe. Alors il nous a dit après, plus précisément, qu'il n'avait pas grand-chose à reprocher à Dylan Ennis, sauf que c'était pas tout à fait le joueur à la bonne place, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas remis en cause le talent du joueur, ses qualités intrinsèques, mais il a dit par rapport à ce que nous, on attendait, c'était pas forcément le joueur qui avait toutes les qualités pour s'adapter à la façon dont on voulait orienter notre jeu. Et Norris Cole, par contre, à ses yeux, effectivement, a toutes ces qualités-là. C'est-à-dire qu'il est capable d'être gestionnaire, il est capable d'être clutch player, il est capable de se mettre en retrait pour faire jouer les autres, et il a une vision du jeu assez phénoménale quand même. Monaco est de très loin la meilleure défense du championnat. Est-ce que ce n'est que ça, Monaco, Amaury ? Bah, je pense que Liliane a assez bien résumé la situation. Après, effectivement, le fait d'avoir cette défense qui est à 70 points de moyenne par match, bah, c'est quand même
assez énorme, d'autant plus que le club arrive à maintenir une attaque performante. Donc le différentiel qui est quasiment de 15 points, il n'y a pas ça. 14,4. Voilà, 14,4, il n'y a pas ça dans le championnat de France. Donc c'est quand même la preuve d'une maîtrise des deux côtés du terrain, d'une maîtrise du rythme du match. Ça, de toute façon, c'est la science au niveau du coaching. Et puis ça fait partie de l'identité de Monaco. C'est comme ça qu'ils avaient embêté l'Asvel l'année dernière sur la finale. Donc c'est pas vraiment une surprise de les voir dominer sur l'aspect défensif, parce qu'ils ont un coach qui insiste là-dessus et les joueurs qui ont les qualités athlétiques pour le faire. Après, voilà, comme disait Liliane en préambule, moi, gardons toute mesure sur cet instantané à mi-saison. C'est pas une garantie de réussite au bout. J'avais les chiffres. C'est quand même une équipe très bien construite. C'est une équipe dans laquelle il y a peu d'individualités décevantes. C'est une équipe qui croit en son coach. Il y a quand même beaucoup de cases qui sont cochées là en ce moment, j'ai l'impression, en principauté. C'est vrai qu'il dégage une impression de grosse solidité collective. C'est une équipe... Alors attention, il y a quand même quelques électrons libres là-dedans. Il y a ce Dibost qui parfois est quand même, quand on le voit jouer, on se dit mais c'est ingérable un joueur pareil. Mais Obradovic s'en sort très bien avec lui. Et justement, c'est là qu'il dit que Norris Cole a un rôle à jouer. Et Norris Cole le sait, il le dit. Il dit c'est moi qui suis le patron. Mais bon, je sais laisser jouer les autres quand je vois qu'ils sont dans le bon ton, dans les bons choix. Il dit sinon, c'est à moi de recadrer tout ça et de reprendre les choses en main. Donc en fait, l'arrivée de Norris Cole va sans doute tempérer un peu le côté fou furieux que peut avoir Dibost parfois, quand il voit plus le match, quand il fonce droit devant lui, quand il joue pour lui. Et en fait, globalement, ça donne une équipe qui dégage effectivement une impression collective extrêmement sereine et solide. Voilà, on a l'impression que c'est compliqué de les faire déjouer. C'est compliqué de les faire déjouer, de leur faire perdre leur jeu. Et puis ça tranche en fait avec ce que dégage l'Asvel. C'est pas le même collectif qui se dégage. Voilà, l'Asvel, c'est un collectif qui transpire de par son coaching, la maîtrise des temps de jeu, la maîtrise des profils de jeu qui sont très divers et variés dans cette équipe-là. Je pense qu'à Monaco, tout le monde tire dans le même sens. Il y a une identité qui regroupe la majorité des joueurs. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose de, c'est rafraîchissant de voir une équipe de Monaco proposer ce genre de basket. Et finalement, de les voir côte à côte avec l'Asvel, on se dit, on a deux équipes qui sont ultra dominantes, mais pas du tout de la même manière. L'Asvel a perdu est resté invaincu pendant 14 matchs d'affilée, même s'il faut remettre en perspective le fait qu'il y avait la 17e qui était décalée, ça c'est un grand classique. Mais elle a perdu 2 matchs sur 3, certes face à Monaco, mais aussi face au Mans, qui n'était pas forcément une équipe qui remontait d'un coup, mais qui n'était pas non plus une excellente équipe à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un risque que l'Asvel recule ? Dans le sens où elle est dans le dur. Elle va se déplacer 2 fois à Istanbul. Là, c'est compliqué. Elle va commencer à payer le poids de la fatigue. Il y a des absents, Edwin Jackson en ce moment. Est-ce qu'il y a un risque que l'Asvel recule tout simplement en étant usé ? Il y a un risque qu'elle recule, oui. Après, il faut s'entendre. Ils ne vont pas dégringoler à la 8e place. Je pense qu'ils ont l'effectif en nombre et en qualité, même avec des blessés, même avec des joueurs comme Dio qui viennent entre l'infirmerie, le repos, les temps de jeu. Je pense qu'ils ont l'effectif pour rester dans les 4 premiers. Enfin, voilà, c'est pas une catastrophe s'ils reculent un peu. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent à garder l'avantage du terrain en play-off et c'est qu'ils perdent pas trop de champ. Et je pense pas que cette équipe-là va s'écrouler. Une autre équipe pourrait effectivement faire une phase retour très délicate, très compliquée, perdre ses moyens, se retrouver en effectif restreint. Mais eux, ça ne peut pas leur arriver. À 14 joueurs, ils vont quand même trouver des solutions. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de marquer le pas et qu'on peut s'attendre aussi à ce qu'ils continuent à marquer le pas. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, les enjeux sont de plus en plus pressants, de plus en plus précis. Et c'est plus l'insouciance des débuts, notamment sur le côté Euroleague, où on y allait, on était content d'y être et on se disait, si on prend une victoire, c'est un bonus, c'est génial. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même approche. Mais c'est justement cet entre-deux. Moi, je pense qu'il va y avoir un flottement. Là, il faut s'attendre au mois de janvier, peut-être début février, un flottement. Puis si jamais l'Asvel se retrouve à perdre 3-4 matchs de suite en Euroleague, tout de suite, le discours européen va changer et on va se dire, on a découvert, ça va devenir compliqué, on va lâcher la pression un peu sur l'Europe et se remettre à fond sur la GP Elite là, et à vouloir jouer sur deux chevaux à la fois, ça me paraît compliqué parce qu'ils n'ont pas un effectif complet. Après, n'oublions pas qu'ils ont débuté la saison, à peu près débuté, sans Adrian Payne. Ils ont eu Malédon blessé. Donc, évoluer avec des blessés, ils savent faire. Personnellement, je les vois pas s'écrouler. Je pense que lâcher 1 ou 2 matchs... S'ils doivent reculer, déjà, il faudrait savoir qui peut leur passer devant. Il y a Dijon.
Or, l'entraîneur, là, Dijon est clairement 3e. Ils sont à une seule victoire. Ils ont pris 2 victoires d'avance sur les poursuivants, le 4e et la suite. Or, à Dijon, l'entraîneur le dit très clairement, il y a 2 championnats. Un championnat avec Monaco et l'Asvel et un autre dans lequel nous sommes bien placés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase-là ou est-ce que vous pensez que Dijon la joue discrète, mais dans le fond, vaut plus que ça ? En fait, Dijon, en fait, c'est une équipe un peu étrange. Alors, je dis étrange, non pas de manière péjorative, parce que c'est une équipe qui est quand même relativement performante depuis quelques temps dans la régularité, qui est toujours dans le haut du tableau, qui est capable d'emmerder les plus grosses équipes du championnat. Et c'est une équipe qui avance avec le même credo depuis quelques années, c'est-à-dire que c'est une équipe qui défend le plomb, c'est une équipe de défense ultime. Voilà. Bon, mais équipe... 5e attaque, 2e au pas, oui, ça a changé, voilà. c'est plus complet. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait bien qu'ils progressent quelque part, parce qu'avoir la meilleure défense ou pas loin chaque année, ça les emmenait pas très loin non plus finalement en gain de cause. Donc du coup, c'est une équipe qui progresse offensivement. Laurent Leniable, c'est un jeune coach qui découvre, qui apprend, qui progresse, qui a envie de monter son équipe à chaque année d'un cran supplémentaire. Alors oui, ils n'ont pas les mêmes moyens, c'est sûr. Ils ont moitié moins de budget que l'Asvel, enfin même un peu plus que moitié moins. Ils ont une petite salle, enfin une salle un peu désuète, mais c'est une équipe qui est solide, c'est une équipe, et on ne l'a pas assez répété, qui est quand même assez extraordinaire, puisqu'elle a joué 8 matchs à l'extérieur en JP Elite, elle les a gagnés tous les 8. C'est une équipe qui n'a encore jamais perdu à l'extérieur. C'est assez incroyable. C'est assez impressionnant quand même. Ouais. Voilà. Alors on peut se dire qu'effectivement, toutes ces équipes qui sont orientées sur un jeu défensif solide, c'est une base qui permet de voyager mieux effectivement à l'extérieur que de se reposer uniquement sur l'attaque, et évidemment est toujours plus aléatoire, voilà, plus hasardeuse. Mais oui, ils ont gagné 8 matchs sur 8 à l'extérieur, ce qui est quand même le gage d'une équipe qui a un mental, qui a une cohérence, qui a, en plus de sa solidité défensive, comme vous le faisiez remarquer, à trouver des arguments offensifs qu'elle n'avait pas forcément les années d'avant. Enfin, le piège à redouter sera finalement pour moi le même que les Monaco, Asvel et compagnie. Ils jouent l'Europe. Et donc, à un moment donné, est-ce que... Ils la jouent bien. Ils sont premiers de leur ligue. Ils sont premiers de leur ligue. Donc, ça va être la même peut-être problématique à moyen terme. Est-ce que s'ils veulent jouer plus haut en Europe, ça ne va pas leur coûter la forme ou le rythme en JP Elite si ça arrive à Monaco ou à l'Asvel, pourquoi ça leur arriverait pas à eux ou alors, dans ce cas-là, on tape dans un cru qui est effectivement exceptionnel et va les propulser en candidats pour le titre. Là, on a les 3 premiers. Très clairement qui se détache. Qui est, selon vous, le 4e, on va dire, demi-finaliste potentiel ? Je vous rappelle que pour l'instant, on a des équipes comme Boulogne à 12-5, Cholet 11-6, Bourg-en-Bresse 11-6. Tout le reste est derrière, on en parlera derrière. Si vous deviez choisir Boulogne, Cholet, Bourg-en-Bresse, qu'est-ce qui vous séduit le plus ? En fait, on avait beaucoup cru à Boulogne-le-Valois en début de saison parce qu'ils avaient été quand même assez stratosphériques. Et eux aussi sont un petit peu dans une période de creux là en ce moment. Brian T. Weber est nettement moins décisif. Il a plus le même impact. C'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui est en construction, et Freddy Fautou le dit, c'est une équipe qui promène une espèce d'insouciance, quoi. C'est une équipe pas très rigoureuse, ni mentalement, ni dans le jeu, ni parfois dans l'application des consignes. Mais c'est une équipe qui a beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de talent. Par contre, oui, elle porte cette insouciance qui génère parfois de l'inconstance, comme on peut le voir dans les matchs de Brian T. Weber, qui est quand même le poumon et le moteur de cette équipe. Mais c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Après, moi, je dis attention à Cholet, qui voyage en sous-marin, qu'on ne regarde pas souvent. On ne se déplace pas beaucoup à la Meilleray. Ils ont un des meilleurs joueurs du championnat. Et pour les avoir vus au Mans, justement, qui remontait à ce moment-là, ils y jouaient sans Chris Horton, qui est le joueur que tu citais, qui est 3e marqueur, premier à l'évaluation, si je ne me trompe pas. Ouais. Et malgré tout, c'était extrêmement solide. Voilà. Je pense que c'est un peu... C'est une équipe qui joue bien, basiquement. Voilà, c'est une équipe qui est fiable et solide depuis le début de la saison, qui fait pas de vagues, qui n'annonce pas de grandes ambitions, qui voyage un peu caché en fait. En gros, on la voit pas s'écrouler. C'est-à-dire que même si elle surprend, on la voit pas redescendre d'un seul coup. On la voit pas s'effondrer et dégringoler dans le dernier quart du tableau. Alors qu'on lui promettait de descendre. Oui, ça étonne tout le monde. Donc, mais c'est parce qu'il faut y reconnaître la patte Herman Coulter, qui a toujours eu une influence très particulière sur ce club. Quand j'y suis passé au mois d'octobre dernier, ça se ressentait à l'entraînement quand on voyait les joueurs. Il y a déjà une sorte de franche camaraderie dans cette équipe qui n'existait peut-être pas sur les saisons précédentes. Sur les postes clés, on a des joueurs qui ont un gros QI basket, donc qui permettent de garder une sorte de sérénité sur le terrain, avec Horton en très bonne pioche.
Voilà, c'est jeune. Abdoulaye Ndoye, Voilà, il faut le citer absolument. Absolument, qui est un jeune joueur qui c'est vraiment jeune, fait ça des trucs court, extra. c'est athlétique. Ouais. Ils se sont adaptés finalement à ce que propose la Jeep Elite et ils le font avec la confiance qui est venue match après match. Donc moi, je trouve ça vraiment édifiant. Donc Ouais. on a les 6 équipes dominantes du début de saison. Étonnamment, on passe en bilan négatif dès la 7e place. Et alors là, c'est d'une densité absolument fou, mais c'est rempli d'équipes qu'il faut appeler décevantes. Enfin, Nanterre à 8-9, Strasbourg à 8-9, Le Mans à 8-9, Limoges à 7-10, Pau à 7-10. Ça s'étend. Laquelle de ces équipes vous semble avoir mangé son pain noir et avoir la capacité à se fixer dans le top 8 parmi celles que je viens de citer? Amaury, Liliane, qui veut prendre la parole? Bon, en fait, Liliane. disons, l'équipe qui, dans celle que tu viens de citer, me paraît la moins fiable pour l'instant, je dirais que c'est Strasbourg. La moins fiable. La Donc moins peut-être fiable. la moins apte à monter à l'intérieur. Je pense qu'il y a un gros ressort de cassé à Strasbourg. Il y a... C'est la dernière année de Vincent Collet, rappelons-le déjà. Oui, qui avait très mal goûté le fait que son président l'ait annoncé lors d'une conférence de presse alors qu'ils n'en avaient pas encore complètement discuté. Il y a visiblement un ressort de cassé à Strasbourg. Il y a une fronde du public. Alors ça, pour se mettre le public de la SIG à dos, il faut quand même vraiment avoir des résultats extrêmement décevants. Et surtout, si vous avez lu la presse alsacienne, si vous allez sur les réseaux sociaux qui traînent autour du club, et visiblement, ce qui irrite, énerve vraiment le plus les gens là-bas, c'est la piètre qualité de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu est irregardable. Les gens n'en peuvent plus. Ils disent que c'est d'une pauvreté, d'une tristesse, que personne ne se bat, qu'il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Et effectivement, là, ils viennent d'en prendre 24 à Manresa, alors que, bon, c'est quand même pas... Voilà, 24, c'est lourd, ça fait Ils mal. tentent des choses pourtant. Ils ont changé de meneur. Enfin, Oui. un des deux meneurs, en laissant partir Ludovic Bayerst et en Tout à fait, à dans ce Limoges. tir-là. Ouais. Ils viennent de changer de pivot. Enfin, ils vont changer de pivot. Voilà, Ils viennent de libérer l'un des deux. Ils viennent de libérer Gérard Il y a des Grant. choses à tenter. Mais c'est à l'image, j'ai l'impression, de la Jeep Elite qui a déjà changé 4 coachs, où beaucoup de joueurs changent. C'est à l'image de leur saison dernière, en fait. Surtout, déjà, la saison dernière, c'était des hauts, des bas. En fait, dans le haut de la vague, on n'était pas très haut. Et puis, dans le creux de la vague, c'était l'effondrement total. On l'a vu pendant les playoffs. Dans le vestiaire, pareil, il n'y avait pas de cohésion. Il y a eu l'échec du retour de Collins. Ouais. Il y a eu des conflits entre Voilà, joueurs, il y a eu donc, des bagarres. Quelque part, voilà, Strasbourg, c'est une équipe dont on attend presque qu'elle se tire une balle dans le pied. Et en fait, fatalement, on la voit le faire parce qu'il n'y a pas cette constance malgré la science du basket qui habite Vincent Collet. Mais en fait, c'est plus suffisant pour animer un groupe dont le basket en fait ne va pas, enfin, s'imbrique pas les uns avec les autres, quoi. Il y a Donc, des exemples de rebonds pourtant. On a vu des équipes qui ont été en difficulté en début de saison, je pense notamment au Mans et à Nanterre, qui, elles deux, remontent, parfois par un changement. Ça a été le cas du coach au Mans, avec Elric Delors qui a remplacé Dounia Issa. À Nanterre, par une remobilisation, peut-être arriver à remettre des joueurs qui n'étaient pas dedans, peut-être Kenny Chéry. C'est peut-être ces deux-là qui vont s'installer vers les 7e, 8e places et aller retitiller si les autres... voilà. Vous ne pensez pas que ça peut être ces deux-là? Je pense que Nanterre revient de très loin. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, ils étaient 13e. Enfin, ils étaient en position de relégable. C'était quelque chose d'assez hallucinant. Et Pascal Donadieu était effectivement très inquiet, légitimement, en ne sentant pas venir de son groupe et la révolte et la volonté de pratiquer le jeu qu'il attendait. Et en fait, il a fait ce qu'un coach intelligent fait. Il a fait quelques concessions dans le jeu. Voilà, donc c'est un des éléments, plus une prise de conscience, plus un dialogue avec les joueurs, plus voilà, et c'est ces petits éléments mis bout à bout qui font qu'à un moment, l'équipe a pris conscience qu'elle était vraiment en danger. Comme le disaient les Donadieu père-fils, que le club était en danger de relégation. Et voilà, ils ont fait une remontada assez formidable. Hein. Ils sont quand même maintenant à la 7e place. Ils vont faire la Leaders Cup. C'était tout sauf attendu il y a même un mois et demi, quoi. Donc eux, on n'a pas retouché leur effectif. Ils vont continuer comme ça. On connaît Nanterre. Hein. C'est une équipe qui est capable de surprendre. C'est un peu dans leur ADN. On en parlait avec, je ne sais plus si c'était avec toi, Amaury, on se souvenait de 2013 où ils étaient sortis, dernier qualifié des playoffs et ils terminent champion de France, là où personne ne les attendait. Voilà, donc je pense qu'ils ont remis les choses en place. Le Mans, c'est un peu différent. Le Mans a vraiment mal vécu son début de saison et il y a eu des gros dégâts collatéraux puisque Dounia Issa a été remercié.
Et ils ont vécu des blessures aussi, des joueurs hors de forme qui arrivent, qui sont pas prêts à jouer, voilà, Alexander, c'était pas ça au début. Il y a eu des blessés. Bon, voilà. Maintenant, tout se remet petit à petit en place. Et si des joueurs comme Tarpey, qui est quand même parfois souvent blessé, arrivent à rester constant, à pouvoir jouer comme il doit le faire et comme il sait le faire. Si le coach garde la même mainmise qu'il a sur l'équipe maintenant, indépendamment du phénomène qui s'est passé où ils ont enchaîné les victoires, je crois 3 victoires après le départ de Issa. Donc du coup, je pense que... Nanterre, Le Mans en play-off, on peut y croire. Oui, je pense que c'est crédible. Ouais. Amaury, Limoges en play-off, est-ce qu'on peut y croire ? Désolé. Hein. La question un peu piège. C'est Limoges, c'est toujours un piège. On peut, théoriquement, on peut, bien sûr. Enfin, n'oublions pas qu'on est qu'à mi-saison. Ça veut dire qu'il reste quand même 17 matchs. Mais là, c'est très théorique. On a une équipe qui a du mal avec elle-même. Déjà, de lâcher l'Europe, ça va pas faire de mal. Parce que, rappelons qu'ils ont été éliminés au premier tour de l'Eurocoupe. Parce qu'au final, c'était chronophage. Ça leur bouffait de l'énergie. Dans une équipe qui a besoin de stabilité, qui n'y était pas tout simplement. Ils sont là, fatalement, ils sont encore là. Donc le simple fait de pouvoir y croire, est-ce qu'à un moment donné, il va pas y avoir une sorte d'électrochoc malheureusement, c'est l'avenir qui le dira. Ils vont pas jouer la Leaders Cup. C'est un autre élément qui fait qu'ils ont peut-être un peu plus de jus dans les semaines à venir. Et pour eux, ça se joue là. Pour eux, ça se joue d'ici la fin de la Leaders Cup, la fin février. On fera un point à ce moment-là. S'ils ont réussi à montrer qu'il y avait de quoi espérer, je pense qu'on pourra en reparler de façon positive. Sinon, si c'est un enchaînement de victoires pour 2 défaites ou ce genre de rythme, malheureusement, il y a des équipes qui feront mieux sur la même période. Reste le maintien, qui sera très compliqué à obtenir cette année. Je vous rappelle qu'il y a 3 descentes pour passer de 18 à 16 équipes la saison prochaine. On a une équipe qui se dirige très vite vers la Pro B, c'est le Portel. Il y a des problèmes de joueurs, l'entraîneur a pris du recul. Même un joueur comme Franck Cassel, qui était vraiment un cadre, est parti. Il y a des problèmes d'ambiance. Et il est parti vraiment sur une mauvaise note, alors que c'était un peu l'emblème de ce club. Donc ils ont deux défaites, 2 victoires de retard sur ceux qui les précèdent. Donc là, ça va vraiment être très compliqué avec 3 victoires en 17 matchs. Devant, on trouve des équipes comme Boulazac à 5-12, Roanne à 5-12, Gravelines à 5-12 qui n'y arrivent pas, qui tentent des choses mais qui n'y arrivent pas. Orléans à 6-11 malgré un jeu séduisant. Chalon à 6-11 où Philippe Hervé a signé un contrat de 3 ans, donc on ne sait pas trop sur quel bouton appuyer. Quelle équipe, Liliane, quelle équipe au pluriel te semble le plus en danger, pas seulement en termes de classement mais en termes de dynamique ? Alors, il y a Roanne, c'est un peu le point d'interrogation puisqu'ils viennent de changer de coach et de président. Jean-Denis Cholet vient de revenir. Voilà, ils ont ressuscité le duo des belles années de Roanne avec Jean-Denis Cholet et Emmanuel Brochot à la présidence. Donc, il faut attendre de voir ce que Jean-Denis Cholet, qui est capable de réaliser de grandes choses, peut tirer de cet effectif qu'il n'a pas construit. C'est toujours un problème d'arriver avec un effectif qu'on n'a pas construit. Mais Cholet, il a vachement envie de revenir au coaching. C'est un mec qui connaît la musique, il connaît la Jeep Elite. Il a ses ficelles, il a cette façon de faire. Le seul point d'interrogation le concernant, c'est qu'effectivement, c'est pas le groupe qu'il a voulu, quoi. Voilà, ce groupe-là, il l'a pas construit, donc je sais pas trop comment ça va. Et la façon dont il en a parlé, on lit la presse régionale dans le Progrès, il a dit clairement, c'est un groupe qui est fait de n'importe comment. Voilà, donc oui, mais en même temps, c'est Jean-Denis Cholet, donc il dit les choses comme il les pense. Donc ça va être compliqué pour Roanne. Je suis un peu déçue par Boulazac, qui avait fait une bonne saison l'an passé. Je pense que Thomas Andrieux est un très bon coach. Et je suis étonnée de les voir un petit peu aussi bas dans le classement. Alors, est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Moi, je pense que oui. Mais alors, s'ils s'en sortent, vu qu'en ce moment, ils sont relégables, qui passe derrière eux ? Ça me fait mal de le dire parce que c'est un club super sympa. J'ai un peu peur pour Gravelines, en fait. Voilà, qui depuis le début de la saison, dont le coach a été champion de France il n'y a pas si longtemps que ça, avec pourtant, Le Mans, tout à fait. Et ils accumulent les mauvais choix. Le recrutement n'a pas été top niveau. On n'a pas l'impression que Bartesheki a de la sérénité déjà, et ensuite va arriver à trouver une solution. Là, ils viennent de prendre Ousmane Dram, qui jouait à Pau en pivot. Et je ne sais pas si ça va les sauver. J'ai l'impression
qu'en fait, pareil, c'est un peu comme Strasbourg, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique de cassé dans ce club, qui quand même avait été un club qui a eu de bonnes années, de belles années, qui a été un club performant. Et j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, à Gravelines, ça part un peu à volo. Et je vois pas trop comment on peut inverser ce genre de dynamique, qui n'est pas qu'une dynamique sur le terrain, je pense. Il y a une dynamique environnementale, et je sais pas si elle est très porteuse, ces derniers temps à Gravelines. Pareil, Amaury, même question. Est-ce qu'il y a des équipes du ventre mou qui est-ce qui te marque à la fois positivement et négativement, qui peut être en danger très vite? Un peu surpris par le classement de Pau, mais je pense que ça finira par... Attention, Pau, 3 blessures de 3 joueurs majeurs. Évidemment. Donc c'est pour ça. Ça fait très mal. Quand ces joueurs-là reviennent, ça change les choses. Mais est-ce que ça les change dans le bon sens? Même si Nicolas De Jong ne reviendra pas. Oui, lui, c'est carrément les ligaments. C'est très long. Est-ce que ça change? Enfin, il y a parfois des retours qui sont aussi pas bon, parce que finalement ça redemande du temps d'adaptation, ça demande de rechanger les choses. Donc de se retrouver à ce rang-là avec des blessures, ça garantit pas de remonter. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément parce qu'ils jouent mal. Non, c'est parce qu'ils ont été décimés par les blessures sur des joueurs majeurs. Et c'est pour ça que j'allais dire derrière que je m'en fais pas trop pour eux normalement, voilà, sauf catastrophe, ça devrait aller. Effectivement, le Portel on en a parlé, Boulazac, effectivement, ça me paraît un peu compliqué. Rouen, je suis pas aussi confiant que toi. Il y a notamment parce que moi je suis absolument pas fan du principe de faire de la confiture dans les vieux pots. Donc Cholet. Cholet, oui, mais Cholet. Cholet, moi, non mais voilà. Herman Kunter, ça avait marché. Oui, mais tu parles de vieux pot, Herman Kunter, excuse-moi. Oui, mais on n'est pas sur la même personnalité de coach. Et j'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit, mais voilà, quand on arrive dans un club en difficulté en plus, je pense que ça rajoute de la difficulté. Je suis pas sûr que ça prenne. Je leur souhaite que ça réussisse, tant mieux. Mais si en plus la problématique c'est d'avoir un effectif qui ne colle pas à ce que le coach souhaite, on se tire une balle dans le pied, comme je disais tout à l'heure. C'est pareil, on avance comment finalement? Donc effectivement, voilà, Orléans, tu disais Xavier, les statistiques sont prometteuses, mais ils ont les 2 meilleurs marqueurs du championnat, mais ils marquent à fond. Elles se traduisent pas sur le terrain. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Je pense pas, parce qu'effectivement ils ont des joueurs qui portent l'équipe. Florent Pietrus qui vient d'arriver. Voilà, va améliorer la défense. Ouais. On va dire que c'est pour l'esprit défensif. Voilà. C'est toujours ça. Oui. À voir ce que ça va donner, mais effectivement, sur le côté descente, ça se dessine quand même assez clairement. Si on prend les 5-6 derniers, il y a des chances que ça se joue autour de ça. On va dire que si on ne sait pas encore qui va gagner la Jeep Elite Monaco, on sait qu'il y a un vrai vainqueur, c'est le suspense. Là, c'est assez impressionnant à suivre, que ce soit pour les playoffs, même pour s'il y a que 2 équipes qui luttent réellement pour le titre, ces 2-là sont quand même proches et belles à voir. On va suivre ça. C'est vrai qu'on parle plus souvent de NBA dans ce podcast, mais on vous jure, on reviendra avec la Jeep Elite dans les semaines ou au moins les mois qui viennent. Merci à tous et à la semaine prochaine.